de l'émission Le Grand Déballage sur les antennes de votre télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Monsieur Gilles Thibault. Bonjour. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Alors, vous êtes au Burkina depuis combien de temps? Est-ce que vous vous sentez bien au pays des hommes intègres? Alors, je suis arrivé en septembre 2013. Je suis dans ma troisième année. Et effectivement, je suis un ambassadeur heureux au pays des hommes et des femmes intègres. Alors, 3 années déjà au Burkina Faso. On sait que les diplomates ne durent pas très souvent dans les pays. Est-ce que vous êtes à 1 an de la fin de votre mandat au pays? Oui, c'est pas que les diplomates ne durent pas. C'est qu'il y a un mandat, généralement de 3 ou 4 ans, pour chacun d'entre nous. Et on va voir ce qui se passe me concernant cet été. C'est possible que je quitte le Burkina pour une autre destination. C'est possible que je fasse encore une année. Est-ce que c'est parce que vous avez souvent des familiarités avec les pays d'accueil qu'on vous fait changer de destination très souvent, 3 ou 4 ans plus tard? Non, c'est plutôt une bonne habitude parce que quand on arrive quelque part, on s'investit dans les dossiers, on essaie de bien comprendre ce qui se passe dans le pays, on lie des relations particulières avec les uns et les autres, et si on reste trop longtemps, les gens qui restent 5, 6, 7, 8 ans ont tendance peut-être naturellement à parler avec les gens qu'ils connaissent le mieux. Avoir un nouvel ambassadeur, ça permet d'avoir un regard différent sur l'évolution d'une société. Je parle de la familiarité parce que très souvent, quand un ambassadeur dure, il devient tellement familier avec tout le monde qu'à un moment donné, il outrepasse même ses prérogatives. Oui, alors, ce n'est pas des situations que je connais, ce n'est pas des situations aujourd'hui dans la diplomatie. Dans la diplomatie française, pas du tout, puisqu'effectivement, mes collègues sont en poste pour 3, 4 ans, et je crois que une cinquième année est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui correspond à des situations vraiment très particulières. Alors quand je parle de familiarité ou d'outrepasser ses prérogatives, beaucoup de gens qui ont fait la diplomatie au Burkina ont trouvé qu'à un moment donné, vous êtes allé un peu trop loin, vous, ambassadeur de France au Burkina Faso, notamment les derniers événements que le pays a connus. Oui, alors je vois absolument pas à quel moment j'ai outrepassé mes compétences d'ambassadeur. Moi, je suis là pour observer, rendre compte de la vie du pays. Et à aucun moment, cela n'est arrivé. D'ailleurs, je n'en ai pas eu l'écho. Mais si, parce que quand on revient sur les événements qui ont frappé le Burkina Faso, on se rappelle des attentats du 15 janvier 2016. Alors, vous, entre vous et puis le gouvernement, il y a eu un dialogue assez compliqué. Le gouvernement qui fait une annonce, vous faites une contradiction sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça a irrité plus d'un Burkinabé. Alors ça, ce sont des affaires de journalisme, d'un microcosme. Moi, j'ai travaillé avec les autorités burkinabées nuit et jour, main dans la main. Nous étions toujours ensemble et à aucun moment il y a eu une opposition dans la communication. Il y a des informations que j'ai pu donner, que les autorités burkinabées avaient à un moment donné, et c'est tout. Mais on était en permanence ensemble. Donc les médias, eux, certains se sont intéressés à ça pour essayer de faire monter je ne sais pas quoi. On a travaillé main dans la main à sauver des vies, sauver des hommes et des femmes. Nous avons engagé les Burkinabés, les Français ensemble, des hommes et des femmes pour sauver ces personnes-là. Et enfin, je ne vois absolument pas. Il n'y a eu aucune difficulté, mais bon, il y a un jeu médiatique qui se fait et les gens qui ont peut-être essayé. J'imagine que c'est à ça que vous faites illusion Oui, de mais dire. je peux corroborer ce que je viens de dire tout à l'heure par un fait. Quand on a parlé de la présence des femmes, par exemple, parmi les terroristes, vous avez systématiquement dit que ce n'était pas vrai. Oui, alors il n'y a pas du tout de systématique là. Il y a eu une information qui à un moment est sortie en disant qu'il y avait parmi les victimes 2 femmes et un homme. À ce moment-là, je savais, comme les autorités burkinabées, qu'il y avait trois hommes. J'ai essayé d'avoir les autorités qui elles-mêmes étaient déjà sur d'autres choses et j'ai simplement dit rétablir la vérité pour éviter que les gens imaginent n'importe quoi et puis ensuite fassent des faux procès aux autorités burkinabées ou à d'autres en disant cette affaire-là leur avait échappé. Ça avait évidemment pas du tout échappé
aux autorités burkinabées qu'il s'agissait de trois hommes. Mais les médias vont tellement vite qu'il suffit qu'il y en ait un qui dise les autorités burkinabées ont dit qu'il y avait 2 femmes et un homme. Ça serait intéressant pour votre profession de regarder d'où c'est parti. Mais, oui, mais quand vous avez dit que vous étiez obligé de rectifier l'information. Obligé de rectifier l'information. Oui, mais vous avez rectifié l'information en contradiction à ce que le ministre burkinabé de l'Intérieur a dit en ce moment. Mais je ne savais absolument pas que le ministre de l'Intérieur avait fait ce que vous essayez de me dire là, qu'il avait fait une déclaration officielle. Faisant état de la présence des femmes parmi les terroristes au Burkina Faso. Bon, je ne le savais pas à ce moment-là, et moi j'ai simplement dit, quand on m'interrogeait en disant il y a 2 femmes, j'ai dit non, il n'y a pas de femmes. L'autre élément ça n'avait aucune importance par rapport à la gestion des événements. Nous étions, les autorités burkinabées et françaises, totalement mobilisées sur la survie des personnes, sur la libération des otages, sur ce qui allait se passer après. Alors que le landerneau médiatique, une partie s'intéresse à ça et essaie de créer artificiellement une querelle. Il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de débat entre... Parce qu'on se disait que la meilleure des alternatives aurait été que vous donnez l'information à nos autorités, quitte à ce qu'elles communiquent ça au grand public. Vous faites une fausse piste. Vous intéressez à quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Vous êtes dans le commentaire, nous on était dans l'action. Dans l'action, à un moment donné, il se passe des choses. Cette information est passée sur les réseaux. Vous me dites qu'elle venait alors du ministre de l'Intérieur, ce dont moi je ne savais pas. On me dit, on est en train de dire, tous les médias disent qu'il y a 2 femmes et un homme. J'ai simplement dit non, il y a 3 hommes, point. Et l'affaire était terminée, elle s'est éteinte. Mais vous avez vu l'effet médiatique que cela a pris, la tournure médiatique non, a pris. Les gens, l'effet médiatique, c'est que la situation juste était rétablie. Et c'est tout, il n'y a plus à en parler. Franchement, il n'y a pas lieu de revenir sur cet événement qui n'en est pas un. Pour des journalistes, peut-être. Oui, mais les journalistes ont dû chercher l'information et surtout quand ça vient d'un diplomate comme vous, ils ont eu quand on sait également que les Français sont intervenus, ont également apporté leur contribution, peut-être on se dit que vous avez plus été informé par les troupes françaises qui sont intervenues. Mais on était ensemble avec les autorités, on a travaillé main dans la main. Il y a une raison particulière qui fait que peut-être à un moment donné, une information fausse est donnée, elle est corrigée et l'affaire est réglée. Enfin, c'est vraiment pas un sujet. Parlons des troupes françaises qui sont intervenues aux côtés des soldats burkinabés. Est-ce que c'était des Français qui étaient stationnés à Ouagadougou ou bien elles sont venues, ces troupes-là, du Mali? Oui, vous avez entendu ce qui s'est passé. Il y a un détachement français à Ouagadougou qui était en train d'intervenir au Mali à ce moment-là, qu'on a dû ramener à Ouagadougou pour aider les troupes burkinabées à intervenir. Donc, Excellence, il y a un autre point également qu'on peut soulever, c'est l'arrivée de Manuel Valls à Ouagadougou. Alors, le ministre burkinabé de la communication qui donne une information, et sur Twitter, vous avez dit correctif, et ça également, on a dit, mais l'ambassadeur de France va plus loin, parce qu'il aurait dû dire à nos autorités burkinabées, la date que vous avez donnée n'était pas forcément la bonne. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des censeurs chez les journalistes, ce que je mesure mal. Les journalistes ne se basent que sur les informations que vous donnez. Ce sont eux les donneurs de leçons. Vous savez, là encore, il y a une information qui a été donnée. En réalité, Manuel Valls arrivait le 20 février et c'était effectivement une mise au point. Et il ne faut pas faire de sémantique là où il n'y a pas lieu d'avoir de la sémantique. Là encore, il n'y a eu aucune tension entre les autorités françaises ou les autorités burkinabées sur cette question-là. C'est vraiment un certain nombre de journalistes qui veulent monter en épingle des événements auxquels ils donnent une importance qu'ils n'ont pas. Alors, ce qui comptait, c'est effectivement que Manuel Valls, le Premier ministre français, vienne à Ouagadougou, ce qui est une visite extrêmement importante au plan symbolique. Il avait des messages très forts à faire passer, ce qu'il a fait. Et l'important, c'était ça.
Avant de revenir sur la visite de manière vaste, parce qu'on va en parler tout à l'heure, je voudrais qu'on parle toujours de ces problèmes de communication, parce que vous ne voulez pas le reconnaître, Excellence, mais toujours est-il que cela a montré au grand jour quand même qu'il y a un problème de communication entre vous et nos autorités, parce que c'est vous qui êtes censé donner la vraie information. Et si on communique après un conseil des ministres une information et que vous corrigez à travers les réseaux sociaux, vous voyez un peu que ça fait un peu désordre. Ces affaires-là, Oui. n'ont pas posé de problème à qui que ce soit. Il y a un intérêt. À la presse, ça posait problème parce que nous, on a voulu donner la vraie information aux populations. Ben, vous l'avez eu. Le Premier ministre français qui vient au Burkina Faso, on veut la bonne date. Oui, ben, vous l'avez eu. Enfin, vous avez des choses importantes à faire encore aujourd'hui. Et ça ne me paraît pas tellement intéressant de revenir et de redécliner en permanence ce qui s'est passé à un moment donné. Mais c'est pour le futur qu'on en parle aujourd'hui parce Oui, qu'on sûr. espère que ça ne va pas se répéter indéfiniment, peut-être pour beaucoup de Burkinabés qui se disent désormais on souhaiterait que l'ambassadeur de France, quand il veut donner une information ou une correction, qu'il le fasse auprès de nos autorités, quitte à ce que nos autorités soient le relais auprès des populations. Enfin, tout ça s'est fait main dans la main avec les autorités burkinabées. C'est vous-même qui cherchez à nous opposer là où il y a... Pas du tout, ce n'est pas le travail des hommes de médias, naturellement. Moi, je vous dis la réalité, il n'y a pas eu de difficulté entre moi et les autorités burkinabées dans ces domaines-là, à aucun moment. Les journalistes ont cherché à nous mettre en difficulté les uns et les autres sans nous interroger ensemble sur ce qui s'était passé. Vous auriez vu qu'il n'y a pas de difficulté. Dans l'action, il se passe des choses. Ça va très vite. Et quand vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas en train d'analyser en permanence. Vous n'êtes pas, moi je suis pas journaliste. On apporte des réponses simples et compréhensibles à tout le monde. Et on l'a fait conjointement. Qu'après, ça soit intéressant d'essayer de monter en épingle une pseudo-rivalité, ça n'a aucun sens de le faire, puisque je vous rappelle que à ce moment-là, nous étions engagés ensemble pour sauver des vies. Vraiment, c'est très important la communication, mais ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain. Et le résultat sur le terrain, il a été obtenu. Ensemble, on a sauvé des vies, des otages. On a réglé cette situation. Le reste, c'est vraiment de la... Oui, mais est-ce que vous n'avez pas tweeté trop un peu aussi pendant ces événements? Est-ce qu'il y avait vraiment la nécessité pour vous de toujours tweeter quand vous avez des informations de dernière minute à apporter? Ce que vous oubliez, et il faut rétablir la vérité, c'est qu'il y a un besoin d'information. Ah, vous voyez que les journalistes ont fait leur boulot, Excellence. Quand oui, vous voulez, attendez, il y a un besoin d'information de la population, de la communauté française. Moi, je suis aussi responsable de gens derrière. Donc, pendant les différentes crises, en permanence, on communique et on dit aux gens, attention, ne sortez pas, là vous pouvez vous déplacer, restez confinés, faites attention, les événements sont toujours en cours, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, moi j'ai observé pendant le coup d'État ou pendant l'attentat que les journalistes reprenaient les informations des autorités burkinabées ou les informations que je donnais moi et qu'elles leur étaient évidemment utiles. Et le seul intérêt de cette communication, c'est pas des parts de marché ou une audience, c'est que ça serve aux personnes, c'est que la sécurité des uns et des autres soit assurée, indépendamment... Donc les tweets que vous faites là, c'était adressé plutôt aux Français qui vivent au Burkina Faso. La preuve, c'est que vous-même ou vos collègues étaient aussi sur mon compte Twitter. Mais avant tout, les informations que je donne, elles s'adressent à tout le monde. En termes de sécurité, si on dit aux personnes, attention, l'action est toujours en cours, ne sortez pas de chez vous, ça intéresse... un Burkinabé, ça intéresse un Taïwanais, un Américain, un Français. Enfin, ça intéresse les gens qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Alors, quand on prend un peu les tweets, est-ce que la réserve diplomatique vous n'avez pas franchi un peu le seuil de l'acceptable? Alors, bien sûr que non, parce que la réserve diplomatique, ça consiste à ne pas dire des choses importantes qui relèvent de la sécurité des gouvernements.
donner des informations qui permettent aux populations de se mettre en sécurité et savoir ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec la réserve diplomatique. Alors, Excellence, on a également parlé du fait qu'au niveau de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, vous avez joué un rôle pendant l'échec du coup d'État de septembre 2015. Avec le recul, est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le rôle que votre pays a joué? Non, mais d'abord, il faut bien voir que dans des circonstances comme celle-ci, beaucoup de personnes sont impliquées et jouent un rôle important. Le premier chef, ceux qui ont joué un rôle, sont les Burkinabés. Les jeunes, burkinabés qui s'est mobilisés et tout. La population, pas que les jeunes, les gens qui étaient contre ce qui se passait et qui l'ont dit. Après l'ambassadeur de France, moi je me suis trouvé dans une position particulière parce que j'ai été l'un des premiers à parler au général Diendéré et de lui demander immédiatement de cesser cette aventure, de se rendre, de se constituer prisonnier, donner des ordres pour libérer les otages, enfin remettre les choses dans le bon sens. Puis il s'est trouvé que le président Hollande a été le premier et le seul chef d'État occidental à faire des déclarations extrêmement claires et mais fermes. Beaucoup ont trouvé que ces déclarations étaient tardives, le président Hollande. Ah oui, on s'attendait à ce qu'il le fasse plus vite que ça. Très bien, mais personne d'autre ne l'a fait avant lui, et pratiquement personne d'autre, aucun autre chef d'État occidental ne l'a fait. Donc c'est formidable de s'attendre à ce qu'il l'ait fait plus vite. Il ne pouvait pas le faire avant le coup d'État. Le coup d'État, je vous rappelle que on apprend la prise en otage du gouvernement et du président Kafando autour de 14h30 le 15 septembre. Le 15 septembre ou le 16 Le 16. Le le 16. 16 septembre. Et le lendemain matin, le président Hollande condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État en disant il n'y a aucune légalité avec les putschistes, on ne peut pas traiter avec eux. Je rappelle qu'aucun autre chef d'État occidental ne l'a fait. Mais quand on voit un peu les relations entre la France et le Burkina Faso, et le Burkina qui était un ancien pays de la colonie française d'Afrique, ça se comprend aisément aussi la sortie de François Hollande. Ça se comprend aisément. Le Burkina a aussi d'autres amis. En tout cas, les Français sont ceux qui ont réagi le plus vite parmi les Occidentaux. Il se trouve que moi-même, je suis probablement celui qui a dit le plus fermement au général Diendéré ce qu'il pensait de cette aventure, et qu'avec d'autres, eh bien, on a appelé sans aucune ambiguïté à la résistance, qu'on a condamné le putsch et qu'on a ensemble, avec la communauté internationale, avec les médias, avec les Burkinabés, obtenu le résultat le plus souhaitable, c'est-à-dire la fin du coup d'État. La fin du coup d'État. Vous avez parlé de François Hollande, le président français qui a condamné le putsch, mais il y a également l'Union africaine qui a condamné avec plus de fermeté en disant que ce sont des terroristes qu'on ne doit plus accepter. On attendait des mots assez forts également de la part du président. Relisez les mots du président français et vous verrez là encore, il n'y a pas d'échelle de valeur entre les déclarations des uns et des autres. Ce qui a été frappant dans ces circonstances, c'est que heureusement, les condamnations de la communauté internationale ont été unanimes. Après, vous êtes un homme de médias et de communication, mais moi je retiens que oui, les autorités françaises ont été d'une clarté absolue et d'une très grande force dans leurs condamnations qui ont été répétées. Il suffit de reprendre les déclarations. Heureusement, et tant mieux que d'autres partenaires internationaux ont suivi, parce que ça a mis effectivement les putschistes dans une situation très délicate. Ils ne pouvaient pas se revendiquer de beaucoup d'appui. Est-ce que le général Diendéré a tenté de vous expliquer la pertinence même de ce coup d'État en tant qu'ambassadeur de France au Burkina Faso? Est-ce qu'il a tenté de vous expliquer pourquoi il avait fait le coup d'État? Il n'y avait pas de pertinence de coup d'État. On est en 2016. Comment aurait-il pu essayer de m'expliquer la pertinence d'un coup d'État quand... Parce que vous l'avez eu au téléphone, ça veut dire que quand vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez dit systématiquement, il faut arrêter tout de suite. Il n'y avait que ça à dire. Tous ceux qui ont pensé, il y en a eu quelques-uns, il faudrait regarder que... il y avait des raisons de lui parler comme un chef d'État intérimaire, de mon point de vue et du point de vue de la route, faisait fausse route. Le président Hollande a dit, le lendemain matin du coup d'État, qu'il n'y avait aucune légalité et aucune discussion à avoir avec des putschistes.
Donc je n'étais pas moi dans un rapport d'avoir quelqu'un qui allait m'expliquer pourquoi il prenait le pouvoir. On est en 2016. Le peuple burkinabé a montré son amour de la liberté et de la démocratie. Il l'avait montré au moment de l'insurrection populaire, il l'a remontré là. Alors, quand on prend un peu le déroulement des événements liés au putsch, est-ce que la France n'est pas tardivement intervenue? Parce qu'au-delà de la condamnation de principe, vous aurez pu mettre plus de pression sur Diendéré pour qu'il libère rapidement le gouvernement, le président Kafando et le premier ministre Zida. Mais vous parlez de réserve diplomatique. Ce qui s'est passé immédiatement après le putsch, évidemment que moi je le sais, ce que j'ai pu dire à Diendéré, le soutien qu'on a pu apporter aux autorités burkinabées, il a été extrêmement fort, extrêmement clair. Donc il n'y a pas d'échelle. Il était d'ailleurs très en décalage dès le départ avec tout le monde, puisque notre position ne comportait aucune ambiguïté. Alors, parlons justement de la suite des événements, quand le coup d'État a échoué finalement. Quel a été votre rôle dans la libération du président Michel Kafando? Oui, c'est connu des Burkinabés. À un moment donné, le 21 septembre, les forces loyalistes étaient dans Ouagadougou, tandis que les putschistes étaient sous une très forte pression. À ce moment-là, l'entourage du président m'a appelé. Il était détenu dans le périmètre de Kosiam. Le président Kafando. Le président Kafando. Les gens m'ont appelé en disant il est en danger de mort. Les membres du RSP vont revenir le chercher dans la villa où il était détenu, celle du directeur général du Trésor, l'emporter dans la caserne d'Abakoum, et à partir de là, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Il est en danger de mort. Bon, vous savez, dans ces circonstances-là, encore, il faut agir vite. Quand quelqu'un vous appelle et vous dit que le président d'un État risque d'être tué à tout moment, il y a des décisions qui se prennent, qui ont été prises au plus haut niveau et qui ont fait qu'avec les forces spéciales, je suis allé chercher le président. Vous êtes allé vous-même? Oui, je suis allé moi-même le chercher avec les forces spéciales et je l'ai ramené à la résidence de France où on pouvait considérer qu'il était en sécurité, que le RSP n'allait pas nous attaquer. En tout cas, j'avais pris les mesures au cas où il nous aurait attaqué pour défendre cette position. Et le président Kafando, le mercredi matin, du ministère des Affaires étrangères, a prononcé un discours extrêmement important avant qu'arrivent les chefs d'État de la CEDEAO, dans lesquels il a dit « Je suis rétabli dans mes fonctions et c'est moi qui exerce la direction de l'État burkinabé. » Qu'il avait prononcé, je m'affirme, en la légitimité nationale. C'était les premiers mots qu'il avait prononcés. Alors, excellent, est-ce que vous avez eu de la résistance quand vous êtes allé pour chercher le président Kafando? Parce qu'on savait que c'était tout de même une zone rouge. Quand on sait que les RSP avaient pratiquement déployé des troupes un peu partout, comment vous êtes débrouillé? On s'est débrouillé comme il fallait le faire, en souplesse. Pas de résistance, pas de difficulté particulière dans cette opération. Alors vous parliez de réserve diplomatique. Là, on n'est même pas dans la réserve diplomatique. Non, c'est pour l'histoire. Oui, l'histoire, il y a des acteurs qui ont participé, dont le président Kafando. À un moment donné, les autorités burkinabées choisiront de dire exactement ce qui s'est passé. Les Burkinabés savent bien la réalité, la situation qui était extrêmement tendue à ce moment-là, puisque ça tirait beaucoup en ville, et qu'évidemment, vous imaginez bien que ça n'a pas été très simple. Mais ça s'est passé en souplesse. Alors, parlons toujours de vos différentes actions au Burkina Faso. Vous avez parlé de la libération du président Kafando quand il était donc au niveau de la direction générale du Trésor, le bureau de l'actuel DG du Trésor, parce que c'est là-bas la résidence officielle du président. On a également joué, la France a également joué un rôle important, c'est dans l'exfiltration de l'ancien président Blaise Compaoré pendant l'insurrection populaire. C'est le président François Hollande lui-même qui l'a dit. Là, on n'a pas compris pourquoi vous êtes comporté de cette manière. Parce que la population burkinabé aurait voulu avoir le président Compaoré pour qu'il rende justice pour sa gestion. Il me semble, moi, que les Burkinabés ont très bien compris et que la décision qui a été prise à ce moment-là d'aider le président Compaoré à quitter le pays a permis
Oui, mais a permis immédiatement une redescente de la pression, a fait cesser les combats et a facilité le retour au calme. Ce qui se serait passé si le peuple avait marché sur Kosiam, avait attrapé la famille du président, le président lui-même, nous ne le savons pas, mais on pouvait craindre que du sang coule et qu'à partir du moment où le sang du président lui-même est coulé, il y a eu moins de limites concernant d'autres personnes. Ce que l'on a constaté, c'est que dès que le président a eu quitté le pays, les violences se sont arrêtées immédiatement. Donc l'effet obtenu a été le bon, et évidemment, ça s'est fait aussi en discussion avec les Burkinabés qui avaient à en connaître. Vous avez discuté avec qui? Quand vous dites les Burkinabés, c'est un peu leaders, curieux parce qu'on s'est demandé mais comment vous êtes débrouillé pour l'exfiltration du président Compaoré? Les gens se disaient qu'il fallait l'attraper parce qu'il doit rendre compte de sa gestion du pouvoir pendant 27 ans. Les hommes politiques burkinabés, à ce moment-là, j'ai parlé avec eux de ce que... Ils ont donné leur accord pour l'exfiltration du président Compaoré? Ils ont fait preuve d'une grande sagesse parce que les tensions sont tombées instantanément. Dès lors que le président Compaoré, qui lui-même a pris la bonne décision de quitter le pays, n'était plus là, les violences se sont arrêtées. Quiconque aurait souhaité qu'on l'attrape, que la foule le prenne, prenait un risque considérable pour la suite dans le pays, pour la paix même du pays. Là, les faits ont donné raison. L'insurrection avait comme objectif le départ de Blaise Compaoré en octobre 2015 sans qu'il ait modifié la Constitution. Il avait choisi de le faire, mais il est parti un an plus tôt. Et l'objectif du peuple burkinabé, c'était bien de voir un changement démocratique se faire, et finalement, le calendrier a été respecté. Les élections ont eu lieu non pas en octobre 2015, mais en novembre 2016, en novembre 2015, et elles ont conduit à la désignation de nouvelles autorités légitimement élues. Alors parlez-nous de l'exfiltration. Comment même ça s'est déroulé finalement? Moi, je n'y étais pas, donc j'en sais pas plus que vous. Vous ne voulez pas en parler? Et là encore, ça n'a d'intérêt. Vous savez que les Burkinabés se posent toujours des questions. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on aide un chef d'État qui a dirigé le pays pendant 27 ans, qui doit rendre compte à sa population de fuir le pays, on l'aide à fuir le pays? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de redevabilité de la gestion du pouvoir d'État. Et avec raison, il est normal que les gens rendent des comptes. C'est complètement logique. C'est pas possible qu'il y ait une impunité. Et c'est pour ça que le président est poursuivi devant la haute cour de justice. C'est complètement normal. C'est très facile de revenir plus d'un an après sur les événements en disant on aurait dû, il y a qu'à Faucon. Ce qui s'est passé à ce moment-là a permis une redescente immédiate des tensions, un retour à la normale, l'instauration d'une transition qui a conduit à des élections démocratiques avec aujourd'hui des autorités légitimement élues. Quelles étaient vos relations, vous, ambassadeur de France au Burkina Faso, avec le régime Compaoré? Les mêmes qu'avec la transition ou avec le président Kaboré, avec une différence que tout le monde connaît, c'est que je faisais partie de ceux qui disaient au président Compaoré qu'il ne fallait pas modifier la Constitution. Moi, je me rappelle que juste quelques mois avant l'insurrection populaire d'octobre 2014, on était à l'ambassade, à la résidence de France lors du 14 juillet. Vous avez dit qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, alors qu'on sait que de l'autre côté, de l'oncle Sam, chez l'ambassadeur américain, lui, il disait clairement que malgré tout ce qu'on dit, le Burkina n'avait jamais connu d'espérance démocratique parce qu'il n'y avait pas eu d'alternance au sommet de l'État. On avait trouvé que votre discours était un peu ambigu. Ligne rouge, on n'a jamais défini la ligne rouge. Il était tout sauf ambigu, mon discours, oui. Puisque moi, j'appelais précisément à une alternance entre gouvernants et gouvernés. La ligne rouge, là, vous ne l'avez pas définie clairement? Et bien sûr que si, elle était d'une clarté absolue. Et si vous reprenez les commentaires de presse, vous verrez qu'un certain nombre de vos collègues ne s'y sont pas trompés. Il n'y avait aucune ambiguïté.
la ligne rouge, c'était la modification de l'article 37. Moi, ambassadeur de France, qui appelle au jeu normal de la démocratie, au remplacement des gouvernés pour que les gouvernés deviennent gouvernants, c'était absolument sans aucune ambiguïté. Mais bon, ça c'est intéressant de voir la perception qui peut être faite. J'ai été également extrêmement clair l'année suivante, le 14 juillet, là aussi, en disant attention, que chacun reste bien dans ce rôle, que les politiques fassent de la politique, que les OSC s'occupent du bien commun, que les militaires s'occupent de la défense du territoire et qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Alors, est-ce que vous voulez dire que pendant la période transitoire, vous avez regretté l'attitude de certaines organisations de la société civile au Burkina Faso? Parce que le rôle des OSC, beaucoup ont décrit le comportement de certains tout de même. Là encore, regardez, il appartient aux Burkinabés de porter un regard sur leur propre histoire. Ce que je sais, moi, c'est qu'évidemment, on a travaillé de longue date avant la transition. Pendant la transition, on travaille encore aujourd'hui avec un certain nombre d'organisations de la société civile. Est-ce que vous leur imposez des conduites à avoir, ne pas soutenir des acteurs politiques, avoir une responsabilité plus élargie, tenir compte par exemple du bien commun que du bien particulier? De toute façon, mes discours officiels du 14 juillet 2014 ou du 14 juillet 2015 ont consisté à rappeler que ce qui devait primer avant tout, c'était l'intérêt général avant les intérêts particuliers. Il y a probablement, comme toujours dans toute société, à un moment donné, des individus qui se sont regroupés au sein d'OSC avec des préoccupations partisanes. Mais ce que je retiens, moi, c'est le formidable élan de la jeunesse burkinabé, sa formidable aspiration au changement, sa mobilisation pour l'obtenir, aux côtés d'organisations de la société civile qu'on connaît bien et qui ont pignon sur rue et qui sont, elles, engagées depuis longtemps, qui existaient avant, qui existent toujours, existeront demain, engagées auprès de partis politiques pour obtenir l'alternance. Et elles y sont arrivées. Alors pendant les élections de 2015 au Burkina, c'était en novembre 2015, beaucoup ont soulevé des aspects, on a vu des débats qui ont été menés dans certains endroits où on disait la France soutenait tel ou tel candidat. Est-ce que la France avait un candidat? Oui, alors évidemment, la France n'avait aucun candidat. La France, à part ne vote pas. Ce ne sont pas les Français. On veut parler des coulisses, diplomatiquement parlant. Est-ce que vous avez soutenu de façon indirecte certains candidats? Non, absolument pas. Il y avait 14 candidats. Je crois d'ailleurs, je me demande si je ne suis pas le seul à avoir reçu les 14 candidats avec lesquels j'ai passé autant de temps pour écouter leurs propositions pour le Burkina Faso. Et ce sont les Burkinabés qui ont voté, personne d'autre. Et on a observé les médias, la communauté internationale. Moi-même, j'étais observateur des élections. On a observé que ces élections ont été très bien conduites. Il n'y a pas eu de tricherie, que le résultat a été incontestable. Et donc, on dépouille les voix et on compte. Et là, on voit qui arrive premier, qui arrive deuxième. Donc vous avez reçu les 14 candidats en tant qu'ambassadeur de France au Burkina pour discuter avec eux? Oui, ben bien entendu, puisque les 14 potentiellement étaient appelés demain à diriger le pays. C'est pour que la France continue d'avoir ce rôle prépondérant sur les autres diplomaties au Burkina Faso ou quoi? Alors, il n'y a aucune diplomatie qui a un rôle prépondérant sur les autres. On est en 2016 aujourd'hui, on est une communauté internationale qui fonctionne main dans la main pour aider le pays à se développer, pour aider le pays à lutter contre le terrorisme. Ça, ce sont des visions passéistes qui n'ont pas lieu d'être. La France, notamment, est un acteur majeur de la communauté internationale. Elle appartient à l'Union... Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, oui, il faut le mais dire pas aussi. seulement, membre aussi de l'Union européenne, auquel elle contribue au 5e de son budget, membre de l'Organisation internationale de la francophonie, membre, vous le disiez, du Conseil de sécurité. Et on n'est pas... il faudrait bien se mettre en tête qu'en 2016, les États sont tous interdépendants. Nous sommes tous liés.
nous faisons face aux mêmes menaces, nous avons les mêmes préoccupations et les mêmes défis à relever. Nous sommes attaqués, la diplomatie française, à un défi formidable, c'est celui du développement durable, la protection de la planète. On a obtenu ce succès à Paris en décembre 2015. La conférence sur le climat. Oui, mais Voilà. rien n'est terminé. Personne ne peut arriver à un résultat seul. Enfin, nous n'avons jamais pratiqué la politique de l'isolationnisme. Nous n'avons jamais considéré que nous étions seuls au monde. Et la marque de fabrique de la diplomatie française, c'est bien son ouverture sur le monde et le traitement des dossiers avec les autres. Alors, revenons sur les attentats. Je voudrais qu'on parle d'un aspect parce qu'il y a eu une coalition d'organisations de la société civile burkinabé au lendemain des attentats de Ouagadougou qui a souhaité tout simplement le départ des troupes françaises qui sont stationnées au Burkina Faso. Est-ce que vous y pensez? Ça, c'est très, très bien. C'est l'expression de la démocratie que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Mais en réalité, cette décision-là, elle est entre les mains des autorités burkinabées qui sont souveraines chez elles. Il y a des accords qui s'appliquent, qui sont en cours et qui peuvent être discutés. Donc si on vous demandait de faire partie des troupes françaises au niveau de nos autorités, vous allez vous exécuter. Nous sommes au Burkina Faso, un État souverain qui prend des engagements souverains dans le cadre d'un dialogue international, régional, bilatéral. Ces questions-là, elles sont importantes. Elles méritent d'être posées et réfléchies dans le contexte d'aujourd'hui. Mais évidemment, le Burkina Faso est un État souverain. Mais ce qui est intéressant pour le Burkina Faso, c'est de prendre en compte l'ensemble de la problématique. Aujourd'hui, de façon assez évidente, la lutte contre l'insécurité, chacun est bien conscient qu'il ne peut pas la gagner seul. Quand les bandits ou les terroristes franchissent impunément des frontières, il faut bien que les États collaborent de voisin à voisin. Est-ce que vous n'allez pas continuer à former nos troupes éventuellement et puis dire avec le temps, nous allons nous retirer et puis vous laisser gérer vos affaires domestiques? Ce débat-là est un débat politique au plus haut niveau qu'il appartient au Burkina Faso de mener avec les autorités françaises, avec les autorités du G5, avec leurs voisins avec lesquels ils ont aussi des accords en permanence. Et le dialogue est continu. On est dans une situation où personne ne peut abandonner l'autre à son sort. En tout cas, ça ne risque pas d'arriver. En revanche, qu'il y ait des discussions sur différents points, c'est complètement logique en fonction de la situation. Alors, monsieur l'ambassadeur de France au Burkina Faso, il y a eu l'arrivée d'Emmanuel Valls qui a été annoncée en première instance. Finalement, vous avez apporté la correction. Il a fini par venir au Burkina Faso. Le Premier ministre français qui est venu à Ouagadougou, est-ce qu'il était venu d'abord pour s'excuser? Parce qu'on se rappelle que devant l'Assemblée nationale française, il avait dit qu'il y avait 3 terroristes qui avaient été abattus, mais il y avait 3 également qui étaient toujours en cavale. Mais, et puis son tweet aussi avait créé la polémique, rappelez-vous. Il avait notamment eu un message à l'endroit des victimes françaises de Ouagadougou. Le Premier ministre il est venu faire son mea culpa ou bien venu féliciter? Le Premier ministre, il est venu exprimer sa solidarité pleine et entière aux autorités burkinabées. Il est venu marquer le soutien de la France, dire qu'on était, c'est peu de le dire, avec les Burkinabés dans l'épreuve et que nous allions continuer à le soutenir comme on avait soutenu le Burkina Faso pendant la transition, demander à nos partenaires de faire de même, et voilà, marquer le soutien de la France. Les déclarations des uns et des autres... C'était devant l'Assemblée française, hein, c'était assez fort tout de même, quand il avait dit... Oui, c'était sur la base d'informations qui avaient été données à un moment donné aussi par les autorités burkinabées. Il y avait un décalage. Nous, ici, on est dans l'instantané. On a les informations en direct. On s'y intéresse à 100% parce que la vie des personnes est menacée, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et à un moment donné, on comprend tous très clairement qu'il n'y a que 3 assaillants.
à Paris, le Premier ministre est le Premier ministre de la France. Il intervient à un moment donné, on lui pose la question, il se souvient que pendant le week-end, on a parlé de 3 assaillants et peut-être d'autres assaillants. Mais là encore, ce n'est pas une déclaration qui a une quelconque importance par rapport au message qu'il est venu délivrer ici, par rapport au message de la France depuis le début. Les gens qui sont allés risquer leur vie à côté des Burkinabés, ce sont des soldats français. Alors, quand il est arrivé à Ouagadougou, il y a eu également la signature d'un accord de partenariat davantage qui va être réaffirmé entre le Burkina Faso et la France. Et vous-même, du reste, qui avez paraphé le document pour le compte de la France, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de milliards pour le développement du Burkina Faso de la part de votre pays? Alors là encore, pour le développement du Burkina Faso, il faut s'attendre à une mobilisation des Burkinabés eux-mêmes. Il faut s'attendre à une... Il ne faut pas indéfiniment tendre la main parce que le développement ne viendra jamais de l'étranger. C'est un complément, mais il faut que nous-mêmes nous bougeons, c'est ce que vous voulez dire. Non, ce que je dis, c'est que les problèmes burkinabés se traitent au Burkina avec l'aide de la communauté internationale, avec l'aide de la France. Mais c'est une mobilisation de tous pour que les aides que nous apportions donnent des résultats. Nous sommes mobilisés comme les Burkinabés, le citoyen burkinabé, pour que l'ensemble de la population puisse vivre mieux, manger à sa faim, se soigner, se former, espérer vivre dans un monde meilleur. Et ça se décline dans différents champs avec des personnes qui ont à travailler également au Burkina avec l'aide de la communauté internationale. La situation du Burkina après 1 an et demi de crise à répétition, au plan économique, elle n'est pas simple. Donc c'est normal que nous aidions les Burkinabés. Mais ce que je dis, c'est une mobilisation générale de tous, des compétences de la population, des ministères, des différents acteurs pour arriver sur le terrain à des effets réels. Excellence, est-ce que ce ne serait pas bien aussi qu'on commence à reconnaître que le développement du Burkina ne passera pas par la France? Même des aides que vous apportez, ça ne suffira pas pour développer le pays. Ça, il faut être réaliste. Les Burkinabés, je pense, le savent au premier chef, puisque ce sont eux qui vivent dans ce pays, et ils savent bien qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes, sur les autorités de leur pays, et heureusement qu'ils peuvent aussi s'appuyer en toute confiance sur l'aide de la communauté internationale. La France est effectivement pratiquement le premier bailleur parce que nous sommes le deuxième au plan bilatéral strict, mais comme on contribue au 5e du budget de l'Union européenne, qui est absolument colossal, puisqu'on contribue aussi au budget de la Banque mondiale, à l'organisation internationale de la francophonie, on est le premier contributeur. C'est très bien, tant mieux. Moi, je m'en félicite, mais c'est vrai que les problèmes burkinabés passent également par le professionnalisme des Burkinabés, la mobilisation de tous, la lutte contre la corruption, la lutte contre la malgouvernance. C'est pour ça que la France, nous agissons très concrètement dans des domaines qui permettent l'amélioration de la qualité de la vie des Burkinabés. Nous sommes dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire dans le domaine de l'eau, des infrastructures, de l'électricité. Nous sommes dans le domaine du développement humain, c'est-à-dire que nous occupons d'éducation, de santé, de façon très concrète. Voilà, qui est bien dit, Excellence. Il nous reste plus pratiquement beaucoup de temps. On va terminer l'émission. Un mot sur les relations France-Afrique et également le franc CFA. Beaucoup de voix s'élèvent dans les pays francophones pour dire qu'il faut aller à une autre monnaie et laisser tomber le franc CFA, qui représente une autre forme de néocolonisation de la France vis-à-vis des pays francophones. C'est un débat intéressant qui date des années 30, puisque le franc CFA date de cette période-là. Ce que l'on constate, c'est que le franc CFA a permis aux économies des pays ayant traversé des guerres, des grandes crises, de s'en sortir bien. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Burkina aujourd'hui, et c'est normal qu'en permanence, les États réfléchissent à leur avenir et à trouver des solutions nouvelles, si tel est le cas. Sur l'avenir du franc CFA, il y a des groupes qui se réunissent régulièrement. Pour en discuter. Bien sûr. Et pour régler les problèmes, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Ça ne peut pas être un sujet tabou.
Et ça ne peut pas être non plus un sujet réglé sur le coin de la table en disant ah ben le franc CFA, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment des experts du domaine économique qui ont à réfléchir à ça en prenant en compte beaucoup de problèmes. Sur la durée, on observe que cette zone monétaire unique, qui correspond aussi à celle qu'on a fait nous bien après avec la zone euro, apporte quand même des garanties et permet de digérer des chocs économiques importants. Ok. J'ai certainement qu'il y a beaucoup d'économistes qui ne partageront pas votre avis sur le sujet. Je n'ai pas d'avis, moi, je le laisse aux économistes. Je dis que ce problème-là doit être posé, redébattu, et je ne peux pas vous dire si oui ou non, en 2016, il faut faire durer cette zone encore 20 ans, ou s'il faut la changer l'an prochain. Je laisse ça aux experts. Monsieur l'ambassadeur de France au Burkina Faso, malheureusement nous sommes en fin d'émission. J'aurais bien voulu vous entendre en 30 secondes sur le Faso d'Anfani que vous avez porté quand vous avez parrainé le Crack-Tour, la première édition de cette nuit de récompense des artistes burkinabés. C'est une grande chance de vivre au Burkina, où il y a tout un tas de richesses qui doivent être reconnues des Burkinabés eux-mêmes. Les richesses, c'est le cinéma, c'est l'artisanat, c'est aussi le Faso d'Anfani. Les Africains ont cette chance de pouvoir s'habiller de façon variée, colorée et agréable. Moi, je vis dans ce pays, donc j'ai trouvé que pour soutenir une manifestation culturelle appelée à faire mieux connaître le potentiel artistique, touristique et culturel du pays, bon, c'était agréable de porter ce vêtement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si ça peut permettre de convaincre certains Burkinabés, mais je pense qu'ils le savent tous, que ce sont des vêtements confortables et agréables, eh bien c'est tant mieux. C'est votre contribution. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ainsi prend fin l'émission Le Grand Déballage. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous aura permis de découvrir certaines questions, d'avoir des éléments de réponse sur des questions que vous posez naturellement sur le rôle même qu'a joué la France ces derniers temps au Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.